Bonjour Valérie Faudon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de la Société française d'énergie nucléaire. Alors, l'EPR de Flamanville ne résoudra ni le problème de l'approvisionnement énergétique, ni le problème du changement climatique. C'est en tout cas ce que dit Marine Tondelier. Mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas franchement d'accord avec elle. Alors, il ne contribuera pas à lui tout seul, mais on a besoin à la fois du nucléaire et des énergies renouvelables, à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, et puis aussi pour garantir la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays et de l'Europe. Comment expliquez-vous ce clivage qu'il y a sur le sujet du nucléaire? Ça ne fait pas l'unanimité aujourd'hui. Alors, en fait, ça fait de plus en plus l'unanimité même chez les sympathisants de Madame Tondelier. En fait, il y a une opposition historique au nucléaire qui fait que le nucléaire porte un halo symbolique qui, dans les années 70, symbolisait l'État, l'armée, la science, la croissance. Voilà. Donc en fait, c'est un héritage. Mais aujourd'hui, la majorité des Français, et d'ailleurs, il y a un progrès considérable en Europe, dans le monde, chez des pays qui étaient auparavant opposés au nucléaire. Je pense à l'Allemagne. Maintenant, la majorité des Allemands sont pour le nucléaire. Et c'est le cas L'Italie, de beaucoup d'autres pays européens, effectivement, absolument. Il également. y a une croissance très forte, je dois le dire, en raison aussi des conséquences de la guerre en Ukraine avec la crise du gaz, puisque beaucoup de ces pays, je pense à l'Allemagne, avaient décidé en stratégie de sortir du nucléaire, mais d'aller vers le gaz. Et avec la crise, évidemment, qui a entraîné la hausse des tarifs de l'électricité et de l'énergie Absolument. dans son ensemble. Mais pourtant, il y a quand même encore une résistance chez certains responsables politiques par Oui, rapport au alors nucléaire. comme je vous dis, c'est historique, c'est par rapport à des plateformes de partis. Mais quand on regarde les sondages, sur ces partis, en général, leurs sympathisants sont en faveur du nucléaire. Et c'est jamais tout le nucléaire, c'est en général un mix nucléaire renouvelable. Alors justement, on va essayer de bien comprendre les enjeux Mhm, avec vous, notamment en particulier sur cette EPR de Flamanville. C'est le quatrième à ouvrir dans le monde. Il y en a déjà absolument. deux en Chine et un en Finlande. D'autres sont en construction en Grande-Bretagne. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer, l'ouverture de ce réacteur pour notre production d'électricité? Alors donc, il apporte une grande quantité d'électricité sur le réseau et on a besoin de beaucoup d'électricité parce que pour éliminer les fossiles, on aura besoin d'électrifier un certain nombre d'usages. Donc on pense bien sûr à la voiture électrique pour se débarrasser du pétrole, mais aussi de la pompe à chaleur pour éliminer le gaz et puis le fioul dans le chauffage. Donc on a besoin d'augmenter notre production d'électricité. Donc le, le père de Flamanville va nous aider à atteindre nos objectifs de production d'électricité, comme le développement des renouvelables. On parle d'une puissance de 1600 Absolument. mégawatts. Concrètement, c'est le réacteur le plus puissant du monde? Absolument. Et d'ailleurs, le deuxième réacteur de Taishan, donc en Chine, vient de battre le record du monde du réacteur qui a le produit le plus dans le monde, donc en 2023. Un EPR comme celui de Mhm. Flamanville, en termes de production d'électricité, qu'est-ce que ça représente? Ça permet d'alimenter combien de personnes, par Alors, on exemple? dit environ 2 millions de personnes, mais pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 2 réacteurs historiques du parc nucléaire. Donc c'est évidemment absolument considérable. Absolument. Voilà. En termes de coûts, là aussi, parce que c'est un enjeu très important pour les particuliers comme pour les entreprises, qu'est-ce que le raccordement va changer, pardon? Est-ce que, mécaniquement, plus d'électricité, ça veut dire de l'électricité moins chère ou bien c'est peut-être un peu plus complexe que ça quand même? Alors, c'est plus compliqué que ça, puisqu'on est sur un marché européen au jour le jour, donc ça dépend de la demande, ça dépend de l'offre qui est à un moment donné sur le marché. Et ça, c'est très important. On a besoin, en fait, aujourd'hui d'électrifier, donc on a besoin aussi de donner des signaux comme quoi il faut se débarrasser du fossile, il faut sortir du fossile. On a des objectifs de réduction de nos émissions de CO2 à l'horizon 2030. Et aujourd'hui, on a encore 60% de notre consommation d'énergie qui est de l'énergie fossile, du pétrole, du gaz. Sur cette EPR, ce que disent les opposants, ou en tout cas ceux qui sont sceptiques, eh bien, ils disent qu'il faut également prendre en compte le coût de production, le coût de raccordement de l'EPR. Alors bien sûr, le père a été en retard, hein, et il faut voir en fait que ce chargement qui a commencé la semaine dernière, le chargement du combustible, qui est la première étape du démarrage du réacteur, on n'avait pas chargé du combustible dans un réacteur neuf depuis 25 ans, depuis 1999. Ça veut dire qu'on a perdu l'excellence industrielle sur la construction de réacteurs, hein. On est toujours bien sûr un très très bon exploitant puisqu'on a 56 réacteurs en ligne, mais on avait perdu le savoir-faire pour construire des nouveaux réacteurs. On avait un peu la double peine, à la fois d'avoir un nouveau modèle, donc qui était nouveau, qu'on connaissait moins, qu'on n'avait jamais fait, et puis en plus d'avoir perdu en excellence industrielle. Donc c'est ça l'enjeu. En fait, ce qu'il faut voir, c'est le réacteur de Flamanville, c'est un investissement pour nous remettre en capacité
capacité de construire des réacteurs. On a appris beaucoup sur ce chantier, on a développé des nouveaux procédés, des nouvelles manières de faire. Et maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de commencer le renouvellement du parc nucléaire petit à petit. Et c'est ça l'enjeu du programme industriel de 6 EPR plus 8 EPR à venir, Et donc c'est 14 nouveaux réacteurs à construire. ce qu'a annoncé effectivement Emmanuel Macron au mois de janvier. On va y revenir. Juste sur les prix, parce que c'est quand même un enjeu très important pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Est-ce qu'un réacteur comme celui de Flamanville, ça peut nous aider, nous éviter une flambée des prix comme celle que l'on a connue en 2022? Alors, on n'est plus du tout dans le même contexte qu'en 2022, puisqu'en 2022, une des raisons de notre flambée des prix, c'était l'augmentation des prix du gaz. Et le prix du gaz a une influence très importante sur le prix de l'électricité sur les marchés européens. On n'est plus du tout dans le même contexte aujourd'hui. Donc, les prix sont redevenus à peu près normaux sur le marché européen. Par contre, on s'attend et on souhaite une augmentation de la consommation d'électricité de manière volontariste. Donc, pour ne pas avoir une augmentation des prix liée à l'augmentation de la consommation, on a besoin en effet de mettre de la capacité en ligne. Il y a encore pas si longtemps, Valérie Faudon, y compris d'ailleurs dans la bouche d'Emmanuel Macron, de son prédécesseur aussi François Hollande, on nous expliquait qu'il fallait à tout prix fermer un certain nombre de réacteurs, il fallait entamer une nouvelle stratégie énergétique pour la France. Comment expliquez-vous ce volte-face, je pense que c'est le bon mot, de nos responsables politiques? Alors moi, j'ai parlé à titre personnel, je pense qu'il y a eu une mauvaise évaluation d'abord du fait qu'on avait besoin de plus d'électricité, que pour sortir du fossile, il fallait plus d'électricité. Peut-être qu'on n'a pas priorisé assez le fait qu'il fallait avant tout se débarrasser des énergies fossiles. On a passé des années à se battre entre le nucléaire et le renouvelable, qui sont deux bonnes sources d'électricité bas carbone, alors qu'à côté, on avait 60% de consommation qui était fossile et on n'en parlait jamais. Donc on on s'est n'avait attaqué pas- en fait à On la n'avait mauvaise pas chose, ouais, au le mauvais bon élément. objectif. Mm. Et puis aussi, je pense qu'il y a eu l'idée qu'on pouvait se passer des sources pilotables. Vous savez que sur un réseau électrique, vous avez le solaire et le vent qui fonctionnent quand il y a le soleil et du vent, et vous avez des sources qu'on appelle pilotables, c'est-à-dire qu'elles peuvent fonctionner 24 heures sur 24. Donc vous avez par exemple l'hydroélectricité et puis le nucléaire. Donc il y a eu des gens qui ont dit qu'on n'aurait plus besoin de ces sources pilotables, et on voit bien qu'on en a besoin parce que les pays qui ont fermé des centrales nucléaires, je pense à l'Allemagne, ou je pense à la Belgique, je pense à l'État de New York encore il y a 2 ans, ils ont rouvert des nouvelles centrales à gaz. De la même manière que nous sommes en train de rouvrir des centrales nucléaires. Quelles leçons faut-il tirer de la fermeture de ces réacteurs, notamment par exemple le cas emblématique de Fessenheim? Je pense un petit peu plus jamais ça. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, vous savez qu'on a un objectif d'avoir en Europe 150 gigawatts de nucléaire, donc une augmentation de la capacité nucléaire en 2050, en complément bien sûr des renouvelables. Et une grande partie de cette capacité, on ne pourra pas tout construire d'ici 2050, une grande partie de cette capacité, ça sera d'investir dans les réacteurs actuels que nous avons pour les moderniser, pour les exploiter plus longtemps. Donc on va avoir besoin de garder ces réacteurs, d'où l'erreur que c'était de les fermer encore l'année dernière en Belgique ou en Allemagne, alors qu'en plus on était encore en pleine crise énergétique. Vous évoquiez tout à l'heure le retard que nous avons pris, notamment en termes de savoir-faire, lorsque nous avons décidé de fermer tous ces réacteurs. Est-ce que la politique que nous sommes en train de mettre en place va nous permettre justement de refaire ce retard? Alors, il n'y aura qu'une manière pour nous de regagner en capacité industrielle, c'est de construire, et de construire en série. Je pense aux Chinois, puisque maintenant les Chinois, c'est les meilleurs du monde pour construire des réacteurs nucléaires. Mais une des raisons pour lesquelles ils sont les meilleurs du monde, c'est qu'ils lancent 10 chantiers par an. Donc évidemment, C'est absolument quand énorme. vous avez déjà construit plusieurs réacteurs, vous savez mieux construire un réacteur. Donc ils sont vraiment très bons maintenant. Nous, on va en construire 8 plus 6. Est-ce que c'est Ça fait suffisant? 14. Alors eux, ils ont une performance excellente. Ils ont annoncé que maintenant ils peuvent construire en 4 ans. Donc nous, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir en mettre un en ligne en France à partir du milieu des années 2035. Donc ça veut dire un par an. Et ce qu'a dit le patron d'EDF, c'est qu'il fallait être capable de produire 2 par an, c'est-à-dire un pour la France et un pour un autre pays européen. Ça veut dire qu'il faudra en construire plus que ce qui est prévu actuellement? Absolument. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser pour être aussi capable de travailler dans le reste de l'Europe, puisqu'on est le seul pays qui portons la souveraineté industrielle nucléaire en Europe. Alors, il s'agit de développer aujourd'hui, comme vous le disiez, on construit au Royaume-Uni, donc la chaîne industrielle britannique se développe, mais il y a d'autres pays européens, vous savez, qu'on est candidat pour construire en République tchèque. La République tchèque a aussi une chaîne industrielle nucléaire, donc
tous ces chantiers européens vont pouvoir remettre à niveau la capacité industrielle européenne. On a 1 million de personnes aujourd'hui en Europe qui travaillent dans le nucléaire. Il faut savoir que c'est une industrie qui n'a jamais été délocalisée. C'est une chance que nous avons. Donc, elle n'est pas encore au top de sa forme en termes de construction de réacteurs, mais c'est un enjeu de souveraineté industrielle et de réindustrialisation européenne de remettre cette chaîne industrielle en capacité de construire des réacteurs de manière efficace. Sur la question du mix énergétique, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, quel est selon vous le bon curseur ? Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas au-delà du socle, le fait qu'il faut un socle nucléaire, on n'a pas d'études qui soient suffisamment précises aujourd'hui. On commence à les avoir. Je veux parler du niveau européen, puisqu'aujourd'hui, la sécurité d'approvisionnement électrique, il faut la penser au niveau européen. On est très interconnectés avec nos voisins. Et si nous, on exporte beaucoup, et si on a la chance d'avoir notre parc nucléaire, on est relativement inquiet des stratégies de nos voisins. C'est pas très clair, en fait. Aujourd'hui, je pense par exemple à la Suisse, qui a des réacteurs nucléaires, mais qui n'a pas prévu de les renouveler. Pareil pour l'Espagne, pareil pour la Belgique. L'Allemagne a fermé ses réacteurs nucléaires. Donc, on ne sait pas exactement quelle va être leur stratégie pour sortir des énergies fossiles, pour sortir du charbon pour ceux qui en ont encore, pour sortir du gaz. Et on est relativement inquiet. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous, on va pouvoir exporter de l'électricité vis-à-vis de ces pays. Mais globalement, il faut qu'on fasse un travail en commun pour être sûr qu'on a suffisamment en Europe de capacités pilotables pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique. Et pour y parvenir, vous, en tout cas, ce que vous dites, ce que vous disiez encore tout à l'heure sur Twitter, vous interpelliez la patronne d'Engie, Oui. vous dites opposer le renouvelable au nucléaire, ça, c'est le monde d'avant. Absolument, c'est terminé. Donc ce qu'elle disait, c'est que c'était pas pertinent de construire des réacteurs nucléaires puisqu'il faut évidemment réduire nos émissions le plus tôt possible. Mais d'abord, aujourd'hui, on est en pleine relance du nucléaire dans le monde, donc on a 50 réacteurs en construction. Chaque année, la production aujourd'hui nucléaire augmente de 3%, donc la relance, elle est déjà en marche. Alors dans des pays asiatiques, mais c'est plutôt bien, parce que c'est des pays qui aujourd'hui passent du charbon au nucléaire, donc ça c'est vraiment très efficace d'un point de vue climatique. Et l'autre point, c'est que les efforts ne vont pas s'arrêter en 2030. Il va falloir bien sûr mettre des nouvelles infrastructures en place après 2030. Alors ce qui est formidable avec le nucléaire, c'est qu'un nouveau réacteur, on parlait de celui de Flamanville, il va fonctionner 60 ans. Il est prévu dès le départ pour fonctionner 60 ans. On pense qu'il fonctionnera 80 ans. Enfin, moi, je ne serai pas là pour le voir à ce moment-là. Mais en tout cas, ce sont des infrastructures de long terme. Donc, elles sont stratégiques aussi pour ça. Et donc, on aura besoin de mettre en ligne des nouveaux réacteurs nucléaires, bien sûr, et même après 2030. On va le faire avant et on le fera après 2030. Un investissement sur le long terme. Absolument. Quand la Commission européenne reconnaît le nucléaire comme industrie verte, là aussi, vous dites ça va dans le bon sens. Absolument. Alors ça, on a commencé à gagner. Il y a encore 5 ans, chaque fois que vous avez un texte sur le climat, il ne parlait que des énergies renouvelables. Les objectifs climatiques étaient fixés en pourcentage d'énergie renouvelable. Donc il y a eu un changement ces derniers mois, ces dernières années. Mais il y a 2 grands sujets en fait qui attendent le nouveau mandat. Le premier, c'est la neutralité technologique. Ça, on l'entend, c'est-à-dire qu'on souhaite que les objectifs soient fixés en réduction des émissions de CO2, mais non pas en pourcentage de renouvelables. Donc ça, c'est un grand chantier pour le prochain mandat. Ça a commencé déjà. Il faut rappeler du Net Zero Industry Act. C'est en fait un des premiers textes européens qui est neutre technologiquement, donc c'est un grand progrès. Mais il y a encore beaucoup de textes sur lesquels on ne parle que de renouvelables. Et ça défavorise la France, évidemment, puisque la France, on a du nucléaire et des renouvelables. Et puis le deuxième sujet, c'est vraiment de penser à la réindustrialisation européenne. Je pense que ça doit être dans le nouveau mandat. C'est un petit peu un changement de paradigme pour l'Europe, parce qu'on n'a jamais eu vraiment de politique industrielle. Et le nucléaire est au cœur de la réindustrialisation européenne, à la fois parce que l'industrie européenne a besoin d'énergie compétitive. Donc, elle a besoin de sécurité d'approvisionnement, elle va avoir besoin d'électricité propre, mais aussi parce que c'est une très grosse industrie européenne. Donc, quand l'industrie nucléaire progresse, c'est plein d'autres secteurs qui peuvent progresser aussi. Pour quelles raisons, Valérie Faudot, insistez-vous à ce point sur la nécessité que cela doit se faire à l'échelle européenne ? Parce qu'aujourd'hui, la politique énergétique, elle est faite au niveau européen. La politique industrielle aussi, elle va être faite au niveau européen. Quand vous voyez la performance de la Chine
aujourd'hui en termes de construction de nouveaux réacteurs, c'est aussi possible parce que ils en ont une quarantaine en construction. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, même si nous on a une chaîne industrielle qui nous est propre, on va avoir besoin des économies d'échelle européenne. Vous savez qu'un des derniers actes de la Commission européenne, c'est de lancer ce qu'on appelle une alliance industrielle sur les petits réacteurs innovants. Donc je crois que ça va être lancé à la fin du mois de mai. Juste avant les élections européennes. Et je pense qu'il faut ces initiatives. Nous, en France, on a investi beaucoup ces dernières années dans l'innovation nucléaire, mais on n'aura évidemment pas la taille des investissements que peuvent faire les Américains ou les Chinois. Un sujet dont on n'a pas encore parlé et qui est pourtant très important, c'est celui de la sécurité également, parce qu'à l'époque, la décision de fermer des centrales, elle était en particulier motivée par cet enjeu-là. Sur Flamanville, donc l'autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert, une étape essentielle. Là, on parle d'un réacteur particulièrement moderne et particulièrement sûr. Absolument, c'est un réacteur de dernière génération, donc il a une performance de sûreté absolument exceptionnelle. Alors, ce qui ne veut pas dire aujourd'hui, on l'a dit, on investit beaucoup sur nos réacteurs actuels pour justement les monter en niveau de sûreté pour qu'ils soient au dernier standard de sûreté. Mais un des points que je voulais vous dire, c'est que quand on a fermé Fessenheim, on a dit à tort qu'il y avait des problèmes de sûreté à Fessenheim. L'autorité de sûreté n'a jamais dit qu'il y avait de problème de sûreté à Fessenheim. Et d'ailleurs, cette dernière année a classé Fessenheim comme une des centrales les mieux exploitées et de manière la plus sûre du parc français. Donc je pense qu'on a la chance d'avoir une autorité de sûreté exigence qui est extrêmement crédible. Elle a été auditionnée ce matin, je crois, à l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Elle est indépendante, elle a à la fois une activité d'inspection extrêmement forte, mais elle a aussi des pouvoirs de contrôle et elle a le pouvoir du jour au lendemain de demander l'arrêt d'un réacteur nucléaire. Exactement. Et je pense que ça fait partie du contrat de confiance que peuvent avoir les Français avec l'industrie nucléaire. Il y a évidemment le lien avec les industriels, puisque le lien avec EDF est très fort, mais aussi, ça repose aussi beaucoup sur la crédibilité de l'autorité de sûreté nucléaire. Je reviens vraiment sur cette EPR de Flamanville qui devrait donc être opérationnelle dans les prochains mois. En 2007, le chantier devait durer 5 ans pour un coût de 3,3 milliards d'euros. Il a finalement duré 17 ans pour un coût estimé un petit peu moins de 20 milliards. Comment se fait-il que nous ayons pris autant de retard et que les coûts aient à ce point explosé ? Alors en fait, les coûts, les 3 milliards, c'était des coûts de construction, 19 milliards. Ça inclut d'autres coûts. Le coût de construction finale, il va être aux alentours de à peu près 13,2 milliards d'euros. Donc, c'est le dernier chiffre qui a été donné. Je pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation sur déjà la difficulté qu'il y avait à construire un nouveau réacteur de ce type, puisque c'était le premier réacteur de 3e génération qu'on construisait. Et puis sur le fait qu'on avait perdu la main sur la façon de construire des réacteurs. Une des raisons pour lesquelles ça a duré aussi longtemps, c'est qu'il y a des moments où on a décidé de refaire certaines parties du réacteur qu'on avait déjà faites. Voilà. Mais en fait, les autres chantiers, vous disiez que les chantiers les Chinois ont démarré, les Finlandais ont démarré, ils ont aussi beaucoup appris du chantier de Flamanville. Donc ça a été, et puis le chantier britannique apprend lui aussi bien sûr beaucoup de celui de Flamanville. Donc je pense qu'il faut voir ça comme un investissement. Il ne faut pas voir ça comme un réacteur isolé. C'est évident que de manière isolée, ça paraît extrêmement cher. Il faut voir ça comme de la R&D, comme un investissement pour pouvoir développer les programmes de renouvellement du parc nucléaire et de développement des réacteurs en Europe. On évoquait également les autres EPR, les nouveaux EPR qui vont être construits. Finalement, cette EPR de Flamanville, ce sera le seul du genre, puisque Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux EPR 2, donc nouvelle génération. Est-ce que cette technologie donc, de l'EPR de Flamanville n'est pas finalement morte-née ? Alors pas du tout, puisque c'est bien grâce à l'EPR de Flamanville qu'on a appris beaucoup de choses et qu'on a décidé justement de mettre à profit ce qu'on avait appris pour le développement de l'EPR 2. Donc l'EPR 2, en fait, c'est le même niveau de sûreté qu'un EPR, celui de Flamanville, mais plus facile à construire. Voilà, c'est vraiment ça. C'est l'idée qu'on doit. Il y avait des choses qui n'ont pas été conçues dès le départ pour la construction. Ça a été conçu vraiment sur la sûreté, mais sans penser réellement à la construction. Et là, ce qui a été fait, c'est de demander aux entreprises qui avaient participé à la construction de l'EPR de dire comment on pourrait faire la même chose, mais de manière plus simple, plus rapide, plus facile, plus fiable. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. On aura évidemment
l'occasion de reparler de ce sujet important d'un point de vue